Bonsoir à tous. Je crois qu'on peut commencer. Bonsoir à ceux qui sont par Zoom et bonsoir à ceux qui sont là en présence. Alors ce soir, nous avons la deuxième de nos 4 soirées avec Melman. C'est plutôt sympathique comme perspective. Notre invité sera Claude Landman et nous le remercions d'avoir accepté de venir parler avec nous de la question de ce soir, c'est-à-dire de la transmission. La première fois, nous avions évoqué l'hystérie et la féminité, et Marie-Charlotte était venue avec beaucoup de façon très amicale et également effective, nous parler de cette question chez Melman, d'une façon très stimulante aussi. Aujourd'hui, nous évoquerons la transmission. La transmission qui tenait beaucoup à cœur à Melman, mais c'est pas seulement que c'était une question qui lui tenait à cœur, c'est que Melman était préoccupé par la psychanalyse, il lui a voué sa vie, comme auparavant Freud et Lacan, et la question de la transmission de la psychanalyse, comment faire qu'elle puisse se faire sans verser dans l'univocité du sens, l'univocité de la lettre, la simplification, enfin, en faisant en sorte qu'elle respecte la complexité de la transmission de la psychanalyse. Je n'en dis pas plus pour le moment. Je pense que nous serons amenés ce soir à l'évoquer chacun. Comment est-ce qu'on procède, Céline? Enfin, je pense que ce serait pas mal que nous adressions à Claude des questions, chacun notre tour. Ouais. Qui veut commencer? Moi, je veux bien. Oui, Omar, vas-y, pourquoi pas. Il y en a plusieurs. Et je pense qu'on pourra les aborder. Moi, il y en a une. Commencer en tout cas par une de ces questions qui concerne la transmission et pouvoir. C'est une chance de pouvoir l'adresser à Claude ce soir et pouvoir échanger avec toi, Claude. Charles Melman a très souvent parlé de filiation. Et c'est pour moi une question que je trouve complexe parce qu'il a eu plusieurs portes différentes pour y entrer. On a dans l'œuvre de Melman très souvent entendu la difficulté de ce qui passe du père au fils. Comment ce fils accède à une position, je vais l'appeler comme ça, adulte, disons. Et je trouve que cette problématique se retrouve dans tout ce qu'il a pu aborder aussi. Il y a quelques éditos, par exemple, il y en avait un qui était très piquant, où il parlait du maître. Se faire maître, disait-il. Il y avait toute cette question-là, de ce souci qu'on a connu aussi du Melman voyageur, je vais le dire comme ça, et qui est traversé aussi par cette difficulté de la filiation. Il s'est heurté dans certains de ces contextes au-delà des limites de l'Hexagone, aux Antilles, au Chili, en Équateur, en Colombie, au Brésil et dans d'autres pays plus proches, mais je pense à ceux que je viens de nommer, où il a été reçu quelquefois de manière familionnaire.
je dirais. C'est-à-dire tantôt comme un messie qui apportait une parole, un maître qui était attendu, ce qui est cocasse quand on connaît un peu l'histoire de l'Amérique latine et les mythes. Et en même temps, je l'ai entendu quelquefois déçu des résultats d'une transmission qui se heurtait là à certaines difficultés, parfois d'ordre postcolonial, pourrait-on dire, mais aussi, je ne sais pas ce que tu en penses, d'un type de transfert particulier par rapport à l'enseignement domalement, et qui pourtant est traduit et lu dans tous ces endroits-là, hein, tous ces pays-là. Donc, voilà, je parlais de filiation. Notre association s'inscrit aussi dans une forme de filiation. Et si je dis filiation en parlant de l'œuvre de Charles Melman, je ne pense pas que ce soit la seule question qui ait traversé son œuvre. Hein. Il y en a d'autres aussi très importantes. Mais quand on parle de filiation, il a aussi travaillé. Nous savons les travaux qu'il a pu faire avec Nazir Ahmad sur l'adoption. Et il a quelquefois parlé du complexe de l'enfant adopté. De se faire adopter, de se faire enseigner, même par le transfert au texte, le transfert. Et je termine pour ne pas prendre trop de temps. Je pourrais répondre à d'autres questions mineures après, mais Céline et Stéphane ont certainement d'autres questions. Quand je dis se faire adopter, il y a inévitablement, comme je disais, à l'étranger, dans d'autres pays, la question d'un transfert à une personne ou à un texte, l'oral ou l'écrit. Puisque en Amérique latine, par exemple, le transfert à Lacan est un transfert au texte écrit, même si tous les séminaires ne sont toujours pas disponibles en espagnol, mais c'est un transfert à un texte, à un énoncé. Et que l'une des particularités de l'enseignement de Charles Melman, c'est l'oral, l'énonciation, qui, pour moi, a des conséquences aussi, et que nous sommes, je veux dire, les uns les autres, les enfants aussi de ce style, qui est très présent à l'association lacanienne. Je m'arrête là, mais il y aura peut-être d'autres points qu'on pourra partager. Alors, comment on procède vous voulez? Comme tu veux, Claude, comme ça te dit. Soit on parle, nous trois, enfin on dit chacun quelque chose pour entrer en matière, et puis toi tu réagis après, soit tu réagis à chaque fois que... Là par exemple, là Omar, Je sais pas, comme vous voulez. Je sais pas. Parce qu'il y a déjà beaucoup de déjà beaucoup de questions. Oui, ben je vais répondre assez rapidement pour vous permettre de poser vos questions, Céline et Stéphane. Je vous remercie tous les trois de m'avoir choisi comme invité sur cette question qui n'est pas une question facile, qui est une question complexe, la question de la transmission. De la psychanalyse, s'entend, de la psychanalyse. Alors, Omar, tu parles de la filiation entre père et fils. Hein, et qu'est-ce qui ferait qu'un fils deviendrait adulte? Il est sûr que Melman considérait que ce qui se transmettait entre père et fils, c'était la castration, c'est-à-dire un échec. Un échec. C'est évidemment la transmission entre père et fils pourrait en espérer que le fils reprenne au fond les idéaux, les signifiants maîtres du père. En réalité, ça se passe pas comme ça le plus souvent.
Pourquoi? Parce que avant d'être le père du fils, le père a été pris dans son rapport avec celle qui deviendra la mère. Il a été pris dans un rapport qui est celui de son rapport au désir, c'est-à-dire à quelque chose qui vient nécessairement, comme tout désir, buter sur un impossible. Autrement dit, c'est un échec, souvent la filiation, souvent douloureux aussi bien pour le père que pour le fils. Alors, peut-être que la psychanalyse permet de reprendre la question de la filiation un peu différemment que de la façon dont elle est souvent prise. Bon, je serais amené à en dire un petit peu plus sur cette question de la filiation, d'autant que Lali, tu disais, se situe dans une dimension de filiation. Évidemment, les références sont à Freud, à Lacan et à Melman. Alors, est-ce que c'est pour autant une filiation? Est-ce qu'il n'y aurait pas, peut-être, tout en respectant ce qui nous a été transmis par nos maîtres, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de penser la transmission un peu différemment, autrement que sur le mode d'une filiation, qui est un terme ambigu. C'est un terme ambigu. C'est un terme qui risque de nous figer dans ce qui serait le rapport au père, disons, pour simplifier. Hein. Je ne sais pas si c'est pas une question qui mérite d'être reprise un peu différemment. Parce que c'est une forme de transmission, on va le voir, la transmission de la psychanalyse, qui ne peut pas se situer uniquement en homologie avec ce que serait la filiation entre père et fils. Et puis, bon, ce qui est important que tu soulèves aussi, c'est les difficultés de la transmission. En Amérique latine, je crois que tu y as insisté, parce que, en effet, en Amérique latine, pour l'essentiel, c'est sur le texte. Et qu'il y avait probablement un décalage entre les collègues latino-américains qui avaient beaucoup travaillé le texte de Melman, et puis la rencontre avec Melman, évidemment, qui était plus dans une dimension de la transmission orale, comme tu as dit. C'est vrai, cette question de la question de la transmission entre l'oral et l'écrit. Alors, oui, c'est vrai, Melman, essentiellement, a produit un enseignement oral. Bon, il y a un livre qu'il a écrit, un livre, un seul, Nouvelles études sur l'hystérie. C'est le seul livre à proprement parler qu'il ait écrit. Et ce qui l'avait frappé dans ce travail, puisque c'était ces nouvelles études sur l'hystérie, c'est la reprise d'un séminaire, Oui. Hein, un séminaire déterminant, puisque ça a été le premier séminaire qu'il a fait après la fondation de l'association freudienne à l'époque. Et il témoigne du fait qu'il y a eu un déplacement considérable entre ce qu'avait été son séminaire oral et la version écrite. Merci. Et je ne suis pas sûr qu'il en ait été tellement satisfait de la version écrite.
peut-être que si, après tout, parce que, au fond, dans ce déplacement de l'oral à l'écrit, il y a un effet de passage à une autre dimension, et probablement, en effet, comme tu l'évoquais, plus à la mise en place d'une certaine fermeture par rapport à la version orale. Bon. Donc la question de l'écrit et de l'oral. Pour l'essentiel, l'œuvre de Lacan, bien sûr, il y a les écrits, bien sûr, évidemment, mais c'est quand même beaucoup ses séminaires, donc son enseignement parlé, sur lequel nous travaillons, et qui nous a transmis sans pratiquement jamais avoir... Il a fait des corrections, il a fait des corrections des erreurs de la sténotypiste. Il a même tenté de réécrire certains séminaires, ou en tout cas certaines leçons de certains séminaires. Mais enfin, il ne l'a pas fait au bout du compte. Il n'a pas fait ce travail, disant que, au fond, ça le dégoûtait, qu'il était obligé de ravaler son vomi et que ça ne lui convenait pas. En revanche, les écrits, il les a travaillés. Il les a travaillés parce que il a repris des textes qu'il avait prononcés à certaines occasions bien précises. Chaque écrit des écrits est la reprise d'un texte qui avait été produit à l'occasion de certaines journées, colloques. Donc, alors que son séminaire, c'était évidemment autre chose. Bon, on va entrer peut-être un peu plus dans les détails après que Céline et Stéphane auront bien voulu faire état de leurs questions. Qui alors va... Oui, je veux bien essayer de... Je veux bien essayer de poser une question celle qui m'est venue en premier quand j'ai pensé à la transmission de Charles Melman. Comment il a amené la transmission de la psychanalyse. Et alors j'ai pensé à la catégorie du réel qui a été apportée par Lacan. Mais je me disais, en tout cas pour moi, ce qui a été entendu d'une façon assez centrale, c'est la façon dont lui, il tentait de ne pas escamoter le réel, comme il dit dans ses travaux pratiques de clinique psychanalytique en 85-86, son séminaire. Et je me disais que probablement c'était du côté du réel de la clinique qu'il essayait de ne pas escamoter le réel. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais qu'est-ce que vous en diriez la transmission de la psychanalyse, du côté de Charles Melman, elle me semble être très liée à la clinique. C'est-à-dire, bon, que ce soit les avancées aussi qu'il a amenées, le mur mitoyen, la nouvelle économie psychique, il y a le complexe de Moïse qu'on connaît un peu moins bien. Et bon, c'est toujours du côté de la clinique que ça s'est joué, et je me disais que pour moi sa particularité c'était aussi d'entendre au niveau clinique avec, alors je ne sais pas, une acuité particulière, peut-être un refoulement moins établi, enfin il y avait quand même des choses très précises qu'il entendait pour lui avec une certaine évidence, alors que, enfin, en tout cas moi, j'y avais certainement beaucoup plus de refoulement à entendre ce que lui, il entendait comme ça, de manière un peu plus directe. Et je me disais que peut-être ce n'est pas étranger au fait que dans notre association, justement, cette catégorie du réel, on la travaille avec la topologie, ce qui est quand même assez rare dans les associations de psychanalyse, actuellement, je veux dire.
bon, je me demandais si on pouvait entendre une certaine particularité de Charles Melman dans cette transmission du réel de la clinique, hein, sans compromission, voilà, il y allait, voilà, comme il pouvait aussi entendre que son public puisse accueillir aussi ce qu'il avait à dire, mais on entendait bien qu'il avait quand même un pas d'avance, quoi. On va dire ça comme ça. Enfin, en tout cas, c'est comme ça je le dirais. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui. Oui. Sûrement. Alors, le réel, il a sûrement, sur la question de la transmission, pris, comme c'était souvent le cas, une position originale. Et que, précisément sur cette question du réel, il avait cette position qui a consisté à dire que ce qui était une catastrophe dans la transmission, c'était la position des disciples. Alors, évidemment, il a dit ça lors de journées où il avait invité évidemment des disciples de Lacan. Et alors, il a commencé par dire que c'était vraiment la catastrophe, les disciples. Et alors, il a pris comme ça des exemples dans l'histoire de la pensée. Et alors, pourquoi était-ce une catastrophe? Pourquoi était-ce une catastrophe, les disciples? Bon, pourquoi? Parce que, disait-il, et je pense qu'il avait raison, les disciples ne repèrent pas le réel, le tourment, l'impossible, à partir duquel le maître avait élaboré son enseignement, sa théorie. Et qu'à partir du moment où il ne repérait pas le réel qui avait été l'aliment principal de l'enseignement du maître, eh ben, ils avaient tendance à refermer cet enseignement pour en faire une totalité. C'est-à-dire en faire finalement de cet enseignement un discours maître. Omar évoquait cet éditorial se mettre, hein, c'est ça? Se faire mettre. Se faire mettre, oui. Bon, ouais. D'accord. Ouais, quelque chose comme ça. Et que toute l'histoire de la pensée, c'était quelque chose comme ça. C'est-à-dire que Socrate, Socrate, à chaque fois, chaque dialogue que Platon nous a restitué, se termine par une aporie, c'est-à-dire que Socrate ne tranche pas sur la vérité ou pas de ce qui a été traité dans le dialogue. Et quelquefois, il renverse même à la fin, n'est-ce pas, toute son argumentation. Et alors, Melman dit, mais alors voilà, donc et Platon, Platon, il a écrit les lois. Autrement dit, c'est tout autre chose d'écrire les lois, de figer, de fixer, n'est-ce pas, ce qui était dans les dialogues quelque chose qui relevait justement de ce mouvement qui faisait que Socrate, en tout cas, n'avait pas totalisé son savoir, loin de là, il n'avait pas fermé. Et que, de la même façon, Aristote était donc le disciple de Platon, avait transformé les dialogues, ce qui se jouait dans les dialogues, en énoncés, etc., etc. C'est vrai pour
c'est vrai pour Hegel, c'est vrai pour Marx. Alors, donc, il me semble que ce que vous mettez en évidence, c'est que justement la clinique, le réel de la clinique, évidemment, comment dirais-je, si on s'y tient, eh bien, c'est un point d'appui pour justement ne pas aller dans le sens d'une totalisation du savoir. Il est certain, néanmoins, que le réel de la clinique peut être abordé à l'aide des instruments que nous fournit la théorie psychanalytique. Hein, c'est pas la question. Mais je trouve vraiment intéressant que vous ayez pu, sur la question de la transmission, partir du réel de la clinique. Alors, qu'est-ce qui serait une position originale des psychanalystes par rapport à ce qu'a toujours, enfin des disciples, par rapport à ce qu'a toujours été cette catastrophe? C'est-à-dire, qu'est-ce qui ferait qu'on va se situer par rapport à l'enseignement de nos maîtres autrement que de la façon dont les disciples se sont situés, c'est-à-dire dans une logique de maîtrise, il faut bien le dire. Hein. Alors, je reviendrai peut-être sur ce point. Alors, il avait quand même fait fort ce jour-là, je m'en souviens, j'étais là. Il avait parlé d'une discipline nouvelle. Évidemment, cette discipline nouvelle, elle est restée lettre morte. Hein, personne ne s'est engagé dans cette nouvelle discipline. Il n'y a pas de chaire au Collège de France pour la discipulologie, pour la science des disciples. Discipulologie. Alors, tout le monde lui a dit, mais écoutez, franchement, c'est horrible ce terme. C'est pas du tout euphonique. Discipulologie, d'ailleurs, c'est très difficile de le prononcer. Alors, il disait, non, mais c'est pas mal, parce qu'il y a Lolo. Et Lolo, c'est l'alma mater. C'est notre mère, l'université. Et puis il y a Pullule, etc., etc. Donc il nous a proposé cette nouvelle discipline. Ça serait pas mal qu'il y ait des cartels à la lie qui s'attachent à traiter, n'est-ce pas, de la question des disciples. Et que, voilà, ce serait une façon peut-être de réanimer cette discipline que Melman souhaitait voir advenir, la discipulologie. Alors il disait aussi, je me souviens dans cette conférence, il disait, mais finalement, le psychanalyste est un maître qui n'a pas de disciple. Et il se fondait pour avancer cela sur le fait que le psychanalyste, lorsqu'il pratique avec son analysant, il a cette position absolument stupéfiante, il faut bien le dire. C'est pourquoi d'ailleurs c'est tout à fait surprenant que quelqu'un s'autorise à devenir psychanalyste, parce que fondamentalement, le psychanalyste est un maître qui sait qu'il court à sa perte. Contrairement à ce qui a toujours été dans l'histoire la position du maître. Un maître qui court à sa perte. C'est le seul moyen, disait-il, qu'une psychanalyse puisse être didactique. C'est-à-dire d'amener le sujet. Pourquoi un maître? Pourquoi le psychanalyste est-il un maître, après tout? Alors, il court à sa perte, mais pourquoi est-il un maître? Parce que il n'y a pas d'évolution naturelle d'une cure sans que le psychanalyste la dirige, c'est-à-dire suscite
chez l'analysant, qu'il fasse son travail. Parce que spontanément, si on laisse aller l'analyse, ça s'amortit. Ça s'amortit très vite. Ça stagne. L'amour de transfert fait que, voilà, c'est une résistance. Donc, un maître qui n'a pas de disciple, dans son rapport à l'enseignement, comme il n'a pas, comme c'est un maître qui dans le cadre de la cure, intervient uniquement pour mener l'analysant au point où ce maître va le sachant au départ, va concourir à sa perte. Alors vous voyez, c'est vraiment d'une certaine façon sensationnel. C'est parce que ça rompt toute la tradition. C'est autre chose qui surgit avec la psychanalyse. Bon, j'aurais d'autres choses à dire, mais je laisse Stéphane peut-être, sauf si Céline, vous vouliez dire quelque chose. Je reprendrai la parole après. Oui, merci Claude de nous avoir rappelé la discipulologie. Je me souviens, j'étais à ces journées, c'était intelligence et limites des disciples. Et c'était, ça j'ai déjà eu l'occasion de le dire, je crois l'année dernière à ce même séminaire. Enfin, Melman était très travaillé par la question de la transmission. Et notamment, il se demandait, et il mettait en pratique cette question, comment est-ce qu'on peut être un disciple, c'est-à-dire se reconnaître un maître, disons, sans devenir idiot. C'est vrai que alors je propose que ce soir on avance un peu dans la discipulologie. Il y a quand même un élément de base de la discipulologie, c'est que beaucoup de disciples sont idiots. Ça, faut reconnaître. C'est pas. Et d'ailleurs, Melman avait écrit dans L'éclat du jour. Je me souviens, c'est toi qui m'y fait penser avec le nom de cette nouvelle discipline. Il avait écrit une sorte de petit roman à épisodes. Et il y en avait un qui s'intitulait Discipoulet. Discipoulet, comme des poulets. Et c'était très drôle et assez féroce aussi. Mais enfin, pour être plus sérieux, Melman était tourmenté par cette question. Ça faisait partie justement de son réel. Parce que Melman était formé à la psychiatrie, donc il a été formé et introduit par la voie médicale à un certain réel qui était plus spécialement celui de la psychiatrie et celui de ce qu'on appelle la maladie mentale. Et c'est là qu'il a rencontré, comme Lacan d'ailleurs avant lui, comme Freud également, c'est là qu'il a rencontré la psychanalyse. Enfin, Freud, lui, il l'a inventé. Mais ça rend le fait de se demander ce qui serait adéquat par rapport à ce réel de la clinique que tu évoquais, Céline, et par rapport au réel tout court, le fait de se demander quel peut être un savoir qui soit articulé à ce réel et qui soit transmissible sans être immédiatement trahi. Trahi, c'est-à-dire tomber dans la platitude du sens répété ou dans la platitude de la lettre répétée. C'est très difficile. Le sens, la lettre, c'est ordinairement le destin de toutes les transmissions. Soyez respectueux du sens. Alors, je ne donnerai pas de nom, mais enfin, on en a des exemples pas loin de nous, quand il s'agit de l'œuvre de Lacan. Il faut que ça fasse sens, autant que possible.
ou alors au contraire un respect scrupuleux de la lettre, le texte sacré, et on le récite. C'est très difficile cette question. Et Melman c'était vraiment un tourment pour lui. Je l'ai souvent entendu, comme vous probablement, évoqué dans des conférences ou même dans des entretiens, comment Freud avait été extrêmement, optimiste, génial dans son invention et optimiste dans la diffusion, donc dans la transmission de cette invention. Freud a cru qu'en étant honnête, il était vraiment honnête intellectuellement, Freud, en étant honnête, en jouant, en mettant les choses sur la table, etc., on pouvait transmettre. Il se trompait lourdement. Il est allé aux États-Unis, il a essayé de faire passer la psychanalyse aux États-Unis, moyennant quoi ça a été très vite, quelques décades, terminé, fini, plus rien. L'ego psychology, c'était vraiment l'échec absolu de la transmission de la psychanalyse. Et donc, Melman aimait bien souligner que Lacan avait évidemment tiré toutes les leçons pour sa part, enfin en tout cas il avait essayé, de cet échec de la transmission à la manière de Freud. Et pour Melman, c'était une des façons dont il expliquait le fait que Lacan n'avait pas voulu se faire accessible et d'un accès facile. Il n'avait pas voulu parce qu'il avait trop bien vu comment ça avait conduit l'œuvre de Freud à devenir très immédiatement une religion. On peut le dire ça comme ça. C'est devenu très vite une religion. Et s'il n'y avait pas eu Lacan, et ça c'est encore quelque chose que Melman avait tout à fait conscient en tête, enfin, et qu'il disait volontiers, s'il n'y avait pas eu Lacan, l'œuvre de Freud, ce serait fini aujourd'hui. Ce serait fini depuis longtemps. Ce serait rangé parmi les curiosités entre l'hypnose et je ne sais quelle autre méthode de psychothérapie, ce serait rangé dans les curiosités. S'il n'y avait pas eu Lacan, Freud, plouf, terminé. Pourquoi ? Parce que réduit à une religion. Le réel de ce que transmettait Freud, il avait été oublié en cours de route, refoulé, de façon violente, très violente, comme d'ailleurs on en use en général en ce qui concerne le réel. Alors, Melman, c'était compliqué pour lui la question justement à cet égard de la transmission et des attitudes complètement différentes de Freud et de Lacan par rapport à cette question. Alors, je voudrais vous proposer à Claude un abord de la question de la transmission chez Melman que je trouve particulièrement fécond, c'est justement la façon dont il a isolé de plusieurs manières et à de nombreuses reprises la question de la lettre et la question du sens. Et notamment comment il a mis cette question au travail, et cette question et puis la façon dont elle détermine notre rapport au réel, effectivement, c'est un enjeu très important. Il a mis cette question à l'épreuve à partir de l'étude des monothéismes, puisque les monothéismes sont tous les trois sont appuyés à la question de la lettre, mais évidemment de trois manières différentes. Alors, Melman a fait beaucoup d'efforts et Claude est particulièrement bien placé pour le savoir parce que il me semble que tu avais été à l'origine, enfin en tout cas à l'initiative du premier colloque de Cordoue. Donc, ce qui intéressait Melman, c'était comment la lettre pouvait être articulée avec le sens sans que ça détruise justement le réel enjeu. Et quel était ce réel enjeu ? Ce réel si important que les trois religions ont pu à l'occasion se déchirer et se combattre de façon terrible
les unes contre les autres, ou à certains autres moments, hélas beaucoup plus rares, mais qui ont eu lieu, trouver justement dans une réflexion et dans une articulation sur ce statut de la lettre, trouver une forme de pacification, au moins temporaire, enfin en tout cas des conditions d'une pacification. Et cette question de la lettre et du sens, elle était très vive chez Melman. On le voit aussi à la façon dont il usait de la topologie. Il avait le plus grand respect pour la topologie, à juste titre. Mais il veillait, il souhaitait que cela soit le support écrit d'un questionnement du réel, d'une tentative d'articulation du réel, mais qui ne vienne pas, en aucune façon, faire une suture de sens. Ce qui peut être facilement la pente de notre rapport à un modèle, fût-il topologique. Alors, voilà, j'aurais peut-être éventuellement une autre remarque sur un aspect fondamental de l'enseignement de Melman, mais je voulais te proposer ça, Claude, la question de la lettre et du sens. Merci Stéphane. En effet, le réel et la lettre. Melman a quand même pas mal travaillé la question de cette distinction entre le pouvoir et l'autorité. C'est-à-dire que le pouvoir, il s'exerce au nom d'une autorité, qui n'est jamais très bien repérée, cette autorité. On va dire qu'il y a plusieurs références possibles à l'autorité. L'autorité qui permet que s'exerce, n'est-ce pas, un pouvoir. Et ce lieu de l'autorité, le lieu du réel, parce que l'autorité, c'est ce qui vient asseoir le réel. Et puisque c'est de là que ça part, c'est du réel. Quand on prend les discours dans leur écriture, ils partent tous de cette place qui est en haut et à gauche. Et Melman a pu dire, à juste titre, que c'était la place du réel. Alors, à partir de là, ce qui est intéressant, c'est de voir que les différents discours sont autant de déclinaisons de cette place de l'autorité, de cette place du réel, où va venir se situer, on le sait, bon, S1 pour le discours du maître, c'est-à-dire, au fond, la référence à ce que Lacan a appelé à juste titre le phallus, en reprenant, précisant ce qu'était la libido chez Freud, parce que c'était ça, dans Freud, ce qui fait autorité, c'est la référence à la libido sexuelle. Lacan a précisé cela, il a dit que c'était effectivement le phallus. Bon, ça c'est la position disons, de la référence à la maîtrise. C'est de ça que le signifiant maître s'autorise. Et puis, il y a le savoir en position, évidemment, là, d'autorité, hein, c'est-à-dire ce que l'on voit aujourd'hui bien plus que jamais. Le savoir est là, à la place du réel, en haut et à gauche, et le savoir, ça va dans le sens de la totalité.
c'est-à-dire du totalitarisme. Et puis il y a le esbarré, la faille, la douleur, la position de l'hystérique, c'est pas qui fait également discours. Et la place de l'autorité, c'est le esbarré, c'est-à-dire celui qui souffre de ne pas être reconnu dans son existence. Et puis, en effet, ça rejoint ce que disait Stéphane à l'instant, il y a le discours analytique où c'est la lettre qui est à la place du réel qui fait autorité. Mais c'est tout autre chose, évidemment. Ça rejoint également ce que disait Céline à propos de la topologie, qui a été aussi repris par Stéphane. La topologie, notamment la topologie borroméenne, c'est bien la lettre qui organise cette topologie borroméenne. Ce n'est plus le phallus. Et donc, avec cette topologie borroméenne, c'est pourquoi, en effet, ça s'articule au réel de la clinique, parce qu'avec la topologie borroméenne, il y a un calcul du réel qui est possible. C'est-à-dire que le réel n'est peut-être plus l'impossible, il est susceptible, grâce à la topologie borroméenne, il est peut-être susceptible d'être calculé. Un peu comme avec les nombres transfinis, Cantor a inventé une arithmétique de l'infini. Donc un calcul de ce qui jusque-là n'avait été absolument strictement incalculable. Donc, le réel et la lettre. Alors, comment faire? Parce que, évidemment, il y a la question de la cure, mais le discours analytique, peut-être peut-on le penser au-delà de la cure. C'est-à-dire comment travailler à partir justement de ce réel de la lettre. À mon avis, c'est une des questions, c'est la question qui se pose aux psychanalystes. C'est la question qui se pose aux psychanalystes, c'est-à-dire quel traitement de la lettre va-t-on pouvoir faire à partir du moment où on se situe comme psychanalyste. Ça a été évoqué pendant nos journées, là. Ça a été évoqué pendant nos journées. Absolument. On continue. Ouais, vous en avez marre. Il y a quelque chose. Je suis content qu'on ait touché la question de l'autorité. Et j'avais une remarque qui allait un peu dans le sens de celle de Stéphane aussi, la lettre ou le sens. Et en pensant à Mêlement et à notre association, l'un des traits de notre association, c'est d'organiser, d'ailleurs je pense qu'on les a appelés comme ça depuis le début, des enseignements. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres groupes de psychanalystes, qui organisent des activités, qui organisent... Il y a plusieurs mots qu'on utilise, mais à l'association lacanienne, ça a été depuis le début des enseignements. Et on ne s'est pas appelé école. Donc pour moi, il y a quelque chose qui a été décidé d'emblée, d'une différenciation d'un enseignement qui serait universitaire, par exemple, qui aurait pu être une école, avec son effet de collectif, et que c'est quelque chose qui anime, qui est au cœur de l'association lacanienne depuis le début, d'une transmission, et pour moi c'est ça que j'aimerais amener sous forme de question. Comment on transmet un savoir-faire? Parce que ce n'est pas la reproduction, effectivement, comme tu le disais Stéphane, ce n'est pas apprendre
par cœur, ce n'est pas le côté religieux qu'on pourrait dire d'apprendre à redire, voilà, la répétition d'une doctrine, mais on est dans cet embarras de transmettre un savoir-faire. J'ai le souvenir, je ne sais plus à quelle occasion, j'avais demandé à Melman comment traduire un terme compliqué chez Lacan, et Melman m'avait dit essayez de faire la même chose qu'il fait de la langue française dans cette autre langue. Il n'y a pas de correspondance, il y a ce qu'il fait de la langue. Essayez de faire la même chose. Mais voilà, c'est-à-dire j'étais dans le même embarras en sortant de cette rencontre, parce qu'il m'invitait à m'autoriser, c'est là la question de l'autorité, m'autoriser à risquer quelque chose de mon corps, comme le fait un artisan, avec un savoir-faire qui est transmis, comme on le fait avec l'écriture quand on apprend, où chacun a sa calligraphie, hein, à la fin. Donc il y a quelque chose, c'est peut-être une façon de faire un tour supplémentaire sur ce qu'on vient de dire, Céline, par rapport au réel, justement, comment on transmet un savoir-faire, et qui a été, on l'a tous entendu chez Melman, jusqu'au bout, quand il a fait ses derniers séminaires, y compris avec Patrick Guillaumard, qu'il venait chercher quelque chose de cet impossible, et qui pourtant nous réunit peut-être beaucoup trop à l'association, puisqu'il y a tout le temps, tous les jours, tous les soirs, il y a quelque chose, parce qu'on est mu par cette question, d'une certaine manière, que je laisse formuler comme ça. Comment on transmet un savoir-faire ? Il y avait d'ailleurs un texte qui était très important parmi nos textes fondateurs, c'était aussi un petit texte que Marcel Schermak avait écrit dans l'un des tout premiers discours psychanalytiques, c'était « Savoir y faire ». L'enseignement, c'est évidemment une grande question. Parce que c'est souvent, pas toujours, mais c'est souvent aussi une catastrophe, l'enseignement. C'est pas simple de s'autoriser à enseigner. Qu'est-ce qui fait qu'on s'autorise à enseigner? En même temps, c'est bien qu'il y ait à l'association des enseignements. Oui. Oui, l'enseignement, c'est une vaste question, hein, qui ne recoupe pas complètement celle de la transmission. Parce que l'enseignement, ça n'a pas toujours existé. Hein. Pas toujours existé. C'est nouveau. Ça nous vient probablement aussi des Grecs. Mais ça a une visée qui est de... Alors ce qui est intéressant, c'est que un psychanalyste, s'il enseigne, ça ne sera pas pour tenter de maîtriser le savoir inconscient. Parce que ça a toujours été ça. Dès le début de l'enseignement, ça a consisté à ne plus s'en remettre au savoir inconscient. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est le savoir inconscient, si ce n'est un savoir sur la jouissance? Ce qui explique aussi qu'avant les Grecs, et les Grecs du 5e siècle, ou du 6e, je ne me souviens plus, avant les Grecs et leur rationalité, c'est on s'en remettait au savoir sexuel, c'est-à-dire qu'on sexualisait le savoir. Le savoir était conçu, et c'était pas un savoir idiot, mais il était conçu en fonction de la polarité sexuelle. Hein, le yin et le yang, et on voit que dans toutes ces cosmogonies, la référence était la référence
au savoir sexuel, mâle, femelle. Les Grecs, évidemment, Socrate le premier, ont remis en question ce qui était naturel, n'est-ce pas, c'est-à-dire le savoir de l'inconscient, le savoir sur la jouissance. Ils ont introduit cette dimension qui est celle de l'enseignement et qui disait finalement on ne peut pas s'en remettre pour tout au savoir sur la jouissance. C'est un point décisif. Et tout enseignement vise, n'est-ce pas, à oblitérer ce savoir sur la jouissance, qui est un savoir idiot, limité, mais qui est un savoir qui nous anime, qu'on le veuille ou non. C'est le savoir de l'inconscient, et c'est ce réel qui anime chacun. Alors, comment faire un enseignement qui traite, n'est-ce pas, et qui, en quelque sorte, respecte le réel du savoir sur la jouissance, le réel du savoir sur l'inconscient, qui le respecte et en même temps qui tente de produire, n'est-ce pas, la manière de le traiter sous une forme qui peut être en effet transmissible. Parce que ça, je vous assure, c'est comme ça dans tous les enseignements, il me semble. Évidemment, il y en a qui sont passionnants, des enseignants qui sont passionnants, mais fondamentalement, ça vise à oblitérer le savoir de l'inconscient. Hein, Lacan disait que ce que les universitaires de haut niveau ne supportaient pas, c'était le jeu sur la lettre, justement. C'est-à-dire ce qui est bel et bien le savoir de l'inconscient, c'est un savoir littéral. Autrement dit, on va peut-être essayer d'aller un petit peu plus loin. On ne peut pas transmettre d'une manière correcte la psychanalyse, me semble-t-il, si on ne prend pas en compte les conséquences du fait que nous sommes soumis aux lois du langage. Ça veut dire qu'on ne peut pas négliger le S2, le savoir inconscient. On ne peut pas non plus négliger le S1, qui est aussi un effet du signifiant. Le signifiant maître est un effet des lois du langage. Et on ne peut pas non plus négliger le sujet, et on ne peut pas non plus négliger l'objet perdu, du fait du langage. Finalement, c'est cette référence au langage et à ses lois. Alors on est maladroit, on est probablement encore, comment dirais-je, défaillant pour traiter la question, par exemple, de la transmission à partir de la référence aux lois du langage. Mais si on ne s'en tient pas à ces lois du langage, on se perd inévitablement. La psychanalyse ne peut pas se maintenir d'une manière juste, me semble-t-il, s'il n'y a pas cette référence qui est quand même comment dirais-je, évidente. Oui, je disais, le maître, le psychanalyste, un maître qui court à sa perte. Ben oui, mais il est obligé, pour diriger une cure, il est obligé de prendre en considération les effets du signifiant maître, qui pousse au travail.
Melman dit quelque part, ça a été un scandale quand Lacan, en 1958, a pondu la direction de la cure et les principes de son pouvoir. Voilà. C'est quand même, il paraît que ça a été un tollé quand il a sorti ça. La direction, la cure, ça se dirige, et quels sont les principes de son pouvoir. Donc il y a quelque chose quand même du côté de la direction et du pouvoir dans la cure. C'est là où il faut quand même essayer d'articuler ça d'une manière correcte, c'est-à-dire à la fois le S1 et puis la lettre. Bon, je sais plus. Oui, sur la question de l'enseignement. Oui, en effet. Oui. Est-ce qu'il y a... Oui, j'aimerais bien vous poser une autre question sur je dirais peut-être c'est peut-être c'est une remarque, je ne sais pas si c'est une question. Cette question de la responsabilité du sujet. Une cure, ça met en jeu cette question de la responsabilité du sujet. Quand j'ai pensé à cette soirée, je me suis dit que j'aimerais bien relire tous les hommages qui ont été faits par grand nombre de nos membres lors du décès de Charles Melman. Et il y avait vraiment beaucoup d'articles. Voilà, c'était bienvenu. Et j'ai beaucoup apprécié l'hommage de Nazir Ahmad qui nous confiait comme ça que Melman avait ce souci de mettre les analystes de Lali au travail. Et j'ai pas pu je l'ai pas retrouvé sur le site, donc c'est de mémoire. Hein, je ne sais pas si c'est exactement ce que Nazir avait écrit, mais il nous dira s'il est là. Qui va les mettre au travail après moi, quelque chose comme ça. Je crois que c'était un peu ce qui était dans cet hommage. Nazir reprenant les propos de Charles Melman. Et je me disais que, parce que bon, depuis qu'il n'est plus là, il n'y a plus les conclusions de nos journées. On attendait le dimanche après-midi ces conclusions. Et je me disais, mais pourquoi est-ce qu'on attendait ces conclusions ? Alors, effectivement, c'est le fondateur, mais je me suis dit, il y a autre chose. Et je pense qu'à cet endroit-là, par rapport à notre association, il s'adressait aux analystes dans leur position de responsabilité de sujet. C'est-à-dire, voilà, il disait par exemple, je vais parler à mon ami Ali, par exemple. Hein, Ali, c'était nous. Il parlait aussi de la famille. L'association, c'était une famille. Voilà, il y était engagé, et en même temps, quand même, il y avait cette discussion, cette adresse à chacun d'entre nous de sa responsabilité, de sa mise au travail. C'était quand même très fréquent chez Melman, ça. Hein. Je me dis que la transmission, chez lui, c'était aussi ça, cette adresse à Lali. Je ne sais pas ce que vous en diriez. C'est pas vraiment une question, mais c'est une remarque. Oui, non, mais c'est une très, très bonne remarque. C'est vrai qu'il avait ce souci. Il était surtout, à mon sens, étonné qu'il n'y en ait pas d'autres comme lui. C'est-à-dire, pas des clones, hein, mais évidemment, pas d'autres comme lui, c'est-à-dire pas d'autres qui, par leur chemin singulier, en étaient arrivés, grâce à la psychanalyse,
et au terme de leur psychanalyse, à ce à quoi il était arrivé lui. C'est-à-dire une réconciliation fondamentale avec le travail, qui est vécu pour la plupart d'entre nous comme un calvaire, une souffrance. Il est clair que Melman avait un rapport heureux au travail. Et il s'étonnait que ça n'ait pas été possible pour d'autres. J'exagère parce qu'il y a sûrement parmi nos collègues d'autres qui ont, comme lui, eu accès ou ont accès à cette joie à travailler, à ce bonheur de travailler. Hein, il était, je me souviens, il était là avec son stylo, il grattait en permanence Melman. Il produisait, comme on le sait, combien il a produit. Il s'étonnait. Mais donc, je ne suis pas sûr que son souci, ça avait été d'être un maître qui pousse, n'est-ce pas, ses élèves au travail. Je pense qu'il attendait que d'autres qui auraient été amenés à faire les mêmes conclusions que lui, et donc à se mettre au travail, parce que il n'y a que comme ça qu'on peut interroger notre discipline, c'est de travailler. Et il s'étonnait d'être un petit peu seul. Hein. Et ça pose la question de la fin de la cure. Je pense que ça pose la question de la fin de la cure. C'est-à-dire jusqu'où les analyses sont allées dans leur propre cure. Il me semble que, en tout cas, ce que Melman attendait d'une cure menée à son terme, c'était beaucoup de choses sûrement, mais en tout cas, pour ce qui concerne la question qui nous intéresse ce soir, c'est d'avoir un rapport au travail, avoir un rapport aux questions, n'est-ce pas, que pose notre pratique, mais aussi nos références à nos maîtres. Eh bien, il attendait, peut-être comme Lacan d'une certaine façon, il attendait que d'autres, voilà, soient avec lui sur le bateau à ramer. Qu'il ne soit pas le seul à souquer, quoi. Moi, je me souviens, un soir, il m'a dit « Non, mais c'est toujours moi qui souque ». Et effectivement, il était seul dans la barque, quoi. Hein, tous les autres, bon, bah... alors, il ne jouait pas les stentors, hein, il ne voulait pas jouer les stentors, mais quand même... il me semble que ça pose la question de la fin de la cure, qui est une question qui a été complètement tordue, malheureusement, par l'expérience institutionnelle de la passe à l'école freudienne de Paris. Mais ça pose quand même la question de la fin de la cure. Jusqu'où on va, et qui nous permettrait d'avoir un rapport réconcilié au travail, et que nos réunions, nos journées, nos colloques soient vraiment faites du plaisir de travailler, d'essayer de poser aux collègues, n'est-ce pas, des questions qui étaient le fruit d'un travail, et avoir comme réponse possible ce que les collègues eux-mêmes ont pu travailler, et tout ça dans une certaine, disons, tranquillité, dans un certain apaisement, et que le travail ne soit pas uniquement, n'est-ce pas, ce que je disais, c'est-à-dire cette souffrance, et puis également que ce qui est produit dans des journées, dans des colloques, c'est pas seulement de se faire reconnaître comme un maître, c'est-à-dire comme celui qui maîtrise le savoir. Et ça, je crois que c'était en effet le souci de Melman. Pour répondre à la question de Céline, c'était plus sa surprise d'être souvent le seul
plus que son souci de, n'est-ce pas, de manier le fouet. Le psychanalyste est un maître, assurément, il dirige la cure, mais la cure se termine. Et si la cure se termine et que celui qui a terminé s'autorise comme analyste, il est d'une certaine façon, en effet, nécessairement assumer sa responsabilité. Mais autrement, pourquoi est-ce qu'on s'autoriserait à être analyste? Pourquoi est-ce qu'on enseignerait la psychanalyse? Si c'est pour que ce soit les mêmes valeurs que partout ailleurs qui prévalent, ça vaut pas le coup, franchement. Ça vaut pas le coup. Je sais pas. Ouais, prends. Je voulais ajouter juste une remarque qui me venait là en t'écoutant, et puis un petit peu avant aussi, ce que nous évoquons là, c'est-à-dire que la psychanalyse n'est certainement pas le souci de se faire maître de quelque manière qu'on l'entend, et qu'elle a affaire à un réel, et qu'elle ne doit pas, effectivement, elle ne doit pas tourner en rond dans quelque chose par rapport à quoi Melman nous mettait toujours en garde, justement, au travail. Il nous mettait au travail, mais effectivement d'une manière qui n'était pas censée être chiante, quoi. Alors je voudrais juste faire une remarque, c'est que ce souci de la lettre et de la prise en compte de la jouissance, de ce qui échappe à la maîtrise, il l'a aussi toujours manifesté, et ça intéresse la transmission, dans sa prise en compte, ça commençait dès les études nouvelles sur l'hystérie, sa prise en compte du féminin et la question de l'autre, telle qu'il la ramenait toujours sur le devant avec celle de la lettre. Et là-dessus, il a varié, c'est-à-dire qu'il a remis les choses en jeu, pas de façon contradictoire, mais de manière toujours à éviter que se fige ce rapport à la jouissance et au réel. Donc il ramenait toujours à la nécessité de travailler avec la lecture, avec la lettre, et d'une manière qui ne soit pas, évidemment, figée dans ce qui serait une littéralité religieuse. Je pense que c'est important de le mentionner, parce que il était très attentif à la question de l'altérité et du féminin, et de la lettre en tant que telle, hein, ou de la femme en tant que telle. On peut peut-être aussi passer la parole à la salle, s'il y a des questions. Une ou deux, vu l'heure. Oui, on a encore du temps. J'aimerais reprendre ce que tu as dit, Stéphane, à l'instant, et qui est en rapport avec ce que avançait à un moment donné Claude, sur la question de la lettre. Et ce qui m'est venu y insister, c'est les dimensions sacrées. Tu vois, tu parles du religieux, la lettre dans son côté religieux, et c'est sacré de la lettre. Est-ce qu'il s'agit de la désacraliser, ou est-ce que c'est sa chute qui la désacralise? C'est quelque chose qui me travaille. En tout cas, à la fin des journées du week-end dernier, et je pense effectivement à ce qu'a pu dire Claude ou à ce que j'ai pu évoquer pour ma part, nous évoquions la manière dont la psychanalyse représentait quand même une façon de... Alors, peut-être pas tout à fait un savoir-faire, mais un savoir en faire quelque chose de ce que Lacan appelait son petit bout d'inconscience, c'est-à-dire les quelques lettres qui
qui nous commande. Ça, c'est pas du tout... ça peut être tout à fait sympathique. C'est intéressant comme voie de travail, je veux dire, parce que c'est pas... Ça peut comporter de la poésie aussi. Et puis, ça peut rendre aussi les uns et les autres un peu moins bêtes dans leurs relations. C'est-à-dire un peu plus attentifs, justement, à ce qui les fait un peu fermés d'un côté et un peu ouverts de l'autre. Mais enfin bon, je ne vais pas rentrer là-dedans. Oui, mais bon, c'est un peu lourd de terminer avec les schémas. Oui. S'il y a d'autres questions dans la salle ou dans la salle virtuelle. Je crois que Marc Oui, Nacht Marc. a une question. Allô? Oui, on vous Entendez? entend. Oui. Oui. Je vais être plus rapide ici. D'abord, vous remerciant beaucoup pour cet exposé, ce parcours extrêmement brillant. Mais quelques mots sur Melman et l'écriture. Là, ça me fait réagir un peu parce que Melman écrivait. J'en suis le témoin. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y avait une revue, La Célibataire, qu'il avait fondée, et il a été jusqu'au bout de cette revue qui, sur un plan commercial, disons, n'était pas génial, mais peu importe. Toujours est-il que ça fait partie du fond de notre association, et que dans cette revue, il y a de très nombreux articles de Charles Melman, très nombreux. Melman écrivait, et la place qu'il m'avait donnée à La Célibataire, place un peu difficile, fait que j'étais tout à fait au courant du travail d'écriture qu'il faisait. Donc, on peut tout à fait le lire et le relire dans La Célibataire, qui fait partie du fond de notre association. Et pour aller quand même assez vite, Melman a connu la Seconde Guerre mondiale. Il était trop jeune pour, disons, y participer, heureusement pour lui d'ailleurs, mais à sa manière, il s'est beaucoup intéressé, et je vous dirais plus qu'intéressé, d'une façon très fructueuse, à ce qu'il advenait des enfants qui étaient des enfants qui avaient été cachés, qui avaient été plus ou moins adoptés, qui avaient été protégés, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que en France, en tout cas, il y a eu énormément de gens qui se ont abrité des enfants juifs, qui les ont sauvés, notamment et beaucoup parmi les catholiques, parmi les chrétiens, et qu'il y avait pour ces enfants quelque chose qu'ils trimbalaient comme un doute sur leur identité. Parce qu'ils avaient été adoptés, ils avaient dû prendre donc les manières qu'on les enseignait, qu'on leur enseignait, et puis il fallait évidemment pas qu'ils révèlent qu'ils étaient juifs. D'ailleurs, le savaient-ils plus ou moins? Toujours est-il que Melman il a été très très attentif et à rétablir une identité possible pour ces enfants qui n'en avaient plus. Il a expliqué ça d'ailleurs dans une cours d'un débat qui a eu lieu avec Serge Klarsfeld. Dans la date, c'est au printemps 2010. Vous pouvez m'arrêter là parce que je ne veux pas vous prendre trop de temps, mais tout de même pour rappeler, puisque vous l'avez fait au début de cette réunion, mais vous n'étiez pas là, j'étais trop en avance, que
nous sommes là à propos justement de tout cela, à une date qui est une date symbolique et parfaitement importante, puisque le 27 janvier 1945, c'est l'annonce de la libération du camp d'Auschwitz par les troupes soviétiques. Et que, par ailleurs, ce n'est pas non plus du tout étranger à notre propos, c'est aussi la journée de l'Holocauste, on l'appelle Yom HaShoah. Je pense que Charles Melmont était absolument sensible à cela. Maintenant, je ne vous en dirai pas plus, parce que j'en dirai en dire trop si vous voulez. Merci Marc. Il y a tellement de choses à revivre avec mon cher Charles Melmont. Merci Marc. Ce que tu dis me fait penser à ce livre qui arrivera un jour et qui s'appelle Voyage clandestin avec Lacan, qui est un livre d'entretien avec des collègues italiennes. Et alors, dans ce livre, les collègues lui posent la question suivante. Mais alors, à la mort de Lacan, comment avez-vous vécu ce deuil? Et alors, il répond, c'était pas un deuil, c'était une douleur qu'il ait disparu, mais, et il ajoute, Lacan, il est parmi nous. Il est parmi nous. Je veux dire, ses écrits, ses séminaires, il est présent, on le travaille. Alors, on peut peut-être en dire autant de Melmont. Il est parmi nous. On ne va pas, comment dirais-je, pendant des années, n'est-ce pas, être dans la douleur d'un deuil. Ça a été douloureux, sa disparition, je crois, pour chacun ici. Mais il est là, il est parmi nous. Et on travaille ses textes, on travaille ses éditoriaux, on travaille ses séminaires. Autrement dit, voilà, je crois que c'est peut-être la bonne façon de faire avec, comme disait Céline, de faire avec le fait qu'il n'est plus là. Hein, physiquement, je veux dire. Mais ça m'a frappé. J'ai trouvé ça tellement juste et tellement cette façon qu'avait Melmont de dire les choses et qui était tout à fait juste. Donc, pas rester dans le deuil de sa disparition. Ça ne nous mènera à rien. En effet, et peut-être c'est un point de souligner, si vous voulez, c'est que Charles avait beaucoup parlé de la mort, c'est-à-dire de la résolution finalement des contradictions du sujet par ce terme tout à fait ultime qui était sa mort. Bon. Et une des grandes questions qu'il se posait, c'était la question de savoir s'il était possible de mourir en paix. Ah oui. C'était une des grandes questions qu'il se posait. Il y en avait d'autres, hein, mais il n'y en avait pas tellement. Ben oui, en effet. Mais enfin, écoute, on ne peut pas non plus donner trop d'importance à cette dimension, me semble-t-il. Mais c'est pas la pulsion de mort de Freud qu'il reprenait, Melmont. Hein. C'est pas la pulsion de mort. C'est quelque chose qui est terre à main et qui doit finalement résoudre. J'aurais peur de dire des bêtises là, mais être à la fois un point final et un point d'arrivée. Vous voyez ? Marc, je crois que nous sommes obligés quand même de mettre un terme à notre réunion. Je suis désolé, mais je te remercie beaucoup de ce que tu nous rappelles
là et de cette intervention. Les amis, étant donné que nous avons un peu passé l'heure et que nous sommes tenus par les nécessités de notre local, je vous propose que nous terminions la réunion en remerciant une nouvelle fois Claude Landman de nous avoir accompagnés sur ce trajet ce soir.